Bonjour et bienvenue au Régional, votre émission d'information régionale de la vallée du Richelieu. On débute aujourd'hui en vous présentant les actualités et informations retenues pour la région, suivies d'une entrevue avec Mme Nadine Villot, mairesse de Belleuil, pour revenir sur la toute première séance du conseil municipal de 2025. On reçoit également Mme Patricia Dubé, directrice générale de Les Amis du Crépuscule, pour parler des différents services offerts par l'organisme pour les citoyens de la région. On se rend dans les bureaux de Covabar pour rencontrer M. Sylvain Lapointe, directeur général de Covabar, pour faire le point sur son implication dans le développement du plan Richelieu. Finalement, on accueille en studio Mme Marilyn Nadeau, mairesse de Saint-Jean-Baptiste et préfète de la MRC-VR, pour faire un retour sur les faits saillants de la séance du 23 janvier dernier. Le Régional commence à l'instant. Bonne émission. Voici vos actualités et informations sélectionnées par l'équipe de TVR9 pour la vallée du Richelieu. La municipalité de Saint-Mathieu-de-Belleuil est fière d'annoncer le retour de la fête familiale hivernale Fantaisie des Neiges qui se tiendra le samedi 22 février prochain de 13h à 17h au Parc des Loisirs. Fantaisie des Neiges, c'est un événement qui s'adresse à toute la famille et qui vise à faire bouger la population tout en profitant des plaisirs d'hiver. Au programme, une foule d'activités hivernales sont au menu. Jeux gonflables, musique d'ambiance, feux de foyer, raquettes, maquillage de fantaisie, jeux d'habileté, courses à obstacles et plus encore. Des breuvages gratuits seront également offerts sur place. De plus, ne manquez pas la toute première édition de la grande course de boîtes à savon qui aura lieu dans le cadre de cet événement. Jusqu'au 7 février, les citoyens sont invités à s'inscrire par courriel auprès du service des loisirs pour faire partie de la grande course qui aura lieu à 15 heures lors de l'événement. Les équipes participantes devront concevoir une boîte à savon en famille pour courir la chance de monter sur le podium et faire partie du top 3 des grands champions de la course. Les consignes pour la création des équipes et des boîtes à savon sont disponibles sur le site de la municipalité. Le Centre d'action bénévole de la vallée du Richelieu est heureux de vous inviter au Salon du bénévolat 2025. Cet événement lancera la semaine de l'action bénévole qui débute le dimanche 27 avril prochain. Si vous représentez un organisme à but non lucratif, ce sera pour vous l'occasion parfaite de parler de votre organisme à la communauté, de présenter votre mission et vos services, ainsi que de recruter des bénévoles pour combler vos besoins, tant au niveau de bénévoles sur le terrain que des membres au sein des conseils d'administration et de comités de travail pour une implication bénévole soit régulière ou encore ponctuelle. Le Salon du bénévolat aura lieu le samedi 26 avril prochain de 10h à 16h au Maille-Montenac à Belleuil. Sachez que le nombre d'emplacements pour des organismes à but non lucratif est limité et que l'inscription pour ces espaces se fera en mode premier arrivé, premier servi. Veuillez donc réserver votre emplacement avant le 21 février prochain à développement@cabvr.org. Lors de la séance extraordinaire tenue le 21 janvier dernier, le conseil municipal de Saint-Basile-le-Grand a adopté par résolution un projet de loi privé permettant de régir la taxation municipale applicable à l'entreprise Nordvolt. Ce projet de loi permettra d'établir une prévisibilité des revenus de taxation relevant de l'entreprise suédoise, tout en assurant un revenu bénéfique pour la Ville, qui pourra ainsi prévoir une planification financière à long terme. Le projet de loi privé, basé sur une entente de 20 ans, sera déposé à l'Assemblée nationale par M. Louis Lemieux, député de la circonscription de Saint-Jean, dans le but que celui-ci soit à l'étude en commission parlementaire. L'implantation de l'entreprise sur 2 territoires municipaux aux réalités distinctes, soit Saint-Basile-le-Grand et McMasterville, entraîne des enjeux fiscaux et réglementaires spécifiques à chacune de ces villes. Ainsi, grâce à ce projet de loi, la Ville s'assure des revenus fixes pour la période 2024-2027, et ce, indépendamment des aléas de construction ou des décisions futures concernant la révision stratégique de l'entreprise. Pour plus de détails concernant les différentes étapes d'adoption du projet de loi d'intérêt privé, vous pouvez visiter le asnat.qc.ca. Le Grain de sel est fier d'annoncer le retour tant attendu de son Resto Pop. Le Resto Pop, c'est un espace convivial où vous pouvez déguster une délicieuse soupe maison gratuitement. Que vous soyez seul ou que vous ayez simplement envie de discuter, c'est une belle occasion de briser l'isolement et de partager un repas dans une ambiance bienveillante et conviviale. Vous êtes donc attendus les mercredis entre 11h30 et 13h pour partager un bon bol de soupe maison gratuitement. C'était vos actualités TVR9.
On accueille Madame Nadine Villot, mairesse de la ville de Belleuil, pour revenir sur la dernière séance du conseil, qui était la première de l'année. Bonjour, Madame Villot. Bonjour. Est-ce qu'on peut se dire encore bonne année? Oui, tant que janvier n'est pas terminé, bien qu'on va être diffusé début février, mais c'est correct, c'est correct. Bonne année à tout le monde également. Donc, votre séance du conseil a débuté tout d'abord en soulignant le décès de M. Stéphane Venn, une figure marquante de la chanson québécoise. Oui, un grand citoyen de Belleuil depuis 1979. On trouvait important de souligner tout l'apport de M. Venn dans le milieu culturel, autant au Québec que même à l'international aussi. Encore aujourd'hui, on entend ses compositions un peu partout, donc c'était important et naturel pour le conseil là, de souligner son départ. Oui. Puis, vous avez entamé un projet de réglementation qu'on appelle Omnibus, Oui. Et ça touche particulièrement le dossier des piscines. Oui, donc on le sait, le gouvernement provincial a modifié toute la sécurité autour des piscines. On doit clôturer beaucoup plus près les piscines. On sent les citoyens qui se préparent, puis souvent on attend la dernière minute là, pour faire les changements. Puis, aux demandes de permis, on se rendait compte que notre réglementation là, était très, très rigide, puis ne permettait pas l'ensemble des matériaux, par exemple, qu'on pouvait utiliser pour les clôtures. Donc, on est venu par un omnibus. On sait que l'omnibus, dans le fond, c'est un grand sac de règlements qu'on peut modifier là, pour faciliter, dans le fond, la vie du citoyen. C'est ce qu'on a fait au niveau des piscines. Notamment, notre règlement ne permettait pas les fameuses clôtures rétractables en tissu. Donc, on est venu l'ajouter. On a ajusté les cabanons. On a ajusté aussi l'abattage d'arbres pour des constructions. On a ajouté donc quelques petits éléments, là, toujours dans l'idée de simplifier la vie des citoyens. Oui, parce que la date limite approche. Oui. Et il y a encore des citoyens qui doivent se conformer à cette réglementation provinciale-là. Donc ça va leur faciliter la tâche un peu. Absolument. Oui, Oui. oui. C'est ce qu'on souhaite, en fait. Il y a aussi du côté de la rue des Marquises. Oui, mais ça, c'est quelque chose de particulier. Là. Donc, dans notre réglementation, on permet les fameux abris tempo, là, les abris temporaires, sont permis seulement pour les maisons unifamiliales. Puis, dans le secteur de la rue des Marquises, on a des entrées qui sont, qui nécessitent souvent là, les fameux abris temporaires. C'est pas permis parce qu'on est dans du logement multifamilial. Donc, on est venu, à travers l'omnibus, permettre sur cette rue-là, on a vérifié à travers la ville, c'était le seul endroit où on avait cette problématique-là. Donc, on est venu régler pour le bonheur des citoyens là, cette problématique-là également. Oui, donc, Ouais. comme vous l'avez dit, c'est un règlement omnibus, bien, ça permet de faciliter la vie des citoyens. Puis, où est-ce qu'on peut trouver le détail là, de tout ce qui va passer? Parce que là, vous démarrez ce projet-là, mais ça va prendre un petit moment là, avant que ça soit implémenté. Alors, tout est en ligne. Donc, sur le site Internet de la Ville de Belleuil, vous pouvez aussi contacter le service de l'urbanisme, la direction de l'urbanisme, si vous avez des questions par rapport à ce qui s'en vient. C'est le moment de le faire parce qu'en février, on va adopter la seconde partie de cette réglementation-là. Donc, si vous avez des questions, des objections, des commentaires, c'est le temps de vous entendre. Oui. Maintenant, passons du côté environnemental. Oui. Donc, il y a une nouvelle réglementation concernant le bannissement du plastique à usage unique. Oui, et ça, c'est sensible là, comme sujet. C'est une exigence de la CMM. Donc, on doit se conformer au règlement de la communauté métropolitaine de Montréal. On en fait partie. 88 municipalités en font partie. Et donc, l'exigence, c'est oui, de retirer, d'abolir toute l'utilisation des sacs de plastique. Donc, avant, on permettait les sacs de plastique qui avaient plus de 50 microns. Les sacs un peu plus épais étaient permis. Mais on l'a vu à travers nos entreprises sur le territoire. Là, ça fait déjà longtemps qu'on a enlevé pour la plupart les sacs de plastique. Je pense qu'on les trouve peut-être encore dans les dépanneurs. Là, c'est à peu près ça. Mais là, ce que ce règlement-là vient faire de différent, c'est toutes les pailles, ustensiles de plastique. Donc, les restaurateurs vont être mis à contribution là, pour l'effort de guerre à faire là, pour les éléments à usage unique. La bonne nouvelle, c'est qu'on a une boîte à outils incroyable pour les aider dans la transition. Donc, ce qu'on veut, c'est oui, mettre en place le règlement. On se rappelle, ça n'avait pas été facile à la première étape, là, il y a quelques années, là, pour les sacs de plastique en général. On a vu la transition se faire de façon presque naturelle. Les gens l'ont adopté. Donc, on invite les citoyens là, à féliciter les entreprises qui ont déjà adopté des bonnes pratiques. Puis, on va pouvoir accompagner les entreprises qui auront plus de difficultés là, à s'y conformer.
Donc, on laisse personne derrière. Puis, on veut que le règlement, en fait, oui, on fasse un pas de plus dans la bonne direction, mais on veut pas. On veut accompagner nos entreprises là, qui vont être concernées dans ces modifications-là. Oui, parce que les citoyens sont de plus en plus habitués à ce type de Oui. pratiques-là, les fourchettes, les ustensiles en papier ou même en bois, bambou, je crois. Mais pour les restaurateurs, par exemple, ça vient, ces changements-là viennent parfois avec des hausses de coûts des produits. Donc, comment est-ce qu'on va les accompagner? Vous l'avez dit, il y a une boîte à outils, mais est-ce qu'il y a des mesures vraiment qui vont être mises en place là, pour les aider dans cette transition-là? On sait qu'ils l'ont déjà pas facile. Oui, effectivement. Puis, en fait, c'est qu'on n'est pas la première ville à adopter ce règlement-là. La Ville de Montréal l'a adopté bien avant, puis a mis en place, en fait, des éléments pour les fournisseurs. Donc là, dans le fond, on facilite le lien avec des fournisseurs pour des équivalences. Donc, ça fait partie, entre autres, là, de la boîte à outils qu'on a à offrir aux entreprises. Donc, je vous dirais que oui, c'est un effort de guerre. Oui, il va peut-être avoir des modifications de coûts à travers ça, mais ce qu'on réussit à gagner de l'autre côté, à l'enfouissement, moi, j'ai été très sensibilisée, puis je suis quelqu'un de sensibilisé à la base, mais on s'est mis à faire des blitz de ramassage avec les citoyens depuis que je suis là en 2021. Et c'est fascinant. On en fait 2 heures, 3 heures, puis on se rend compte qu'en fait, ce qu'on ramasse, c'est des déchets des grandes chaînes qui s'envolent au vent, puis qui sont problématiques. Les pailles, on en trouve partout. Les emballages de plastique aussi qu'on trouve partout qui s'envolent au vent. Donc, on s'en rend compte. J'invite la population là, qui veut sensibiliser autant les enfants que les plus sages, les plus âgés, à venir faire un petit 2 heures de ramassage avec nous là, pour prendre conscience de l'importance d'aller dans cette direction-là. Puis on a un plan de match aussi pour les gaz à effet de serre, donc un plan d'action. Donc, ça nous aide aussi à atteindre des objectifs qu'on s'est fixés à ce sens-là. Donc, c'est pour le mieux de la planète et de tous. Là. Oui, à moyen terme, les changements vont prendre effet rapidement. En fait, les gens vont pouvoir mettre les choses en perspective puis voir réellement, concrètement, l'impact de ces actions-là. Maintenant, un gros événement qui s'en vient dans les prochaines semaines, Chaufferette. Oui! Alors, quelles sont les nouveautés cette année? En fait, on a le samedi qui s'agrandit. Donc, on commence un peu plus tard les samedis. On invite les familles dès 13 heures sur le site avec jeux gonflables et activités. Là, on a plein d'organismes qui vont être présents pour animer petits et grands. On a des DJ très reconnus qui vont venir encore une fois. C'est une formule gagnante. Hein? On le voit d'année en année, là, les gens sont encore plus présents. Donc, 21-22 février, on attend la population. Des belles soirées, c'est des rassemblements extraordinaires. On a 300 artistes qui vont projeter sur l'église des fresques extraordinaires. Donc, on a des écoles qui ont participé, autant que des artistes professionnels et amateurs de toutes sortes. Donc, on est très, très fiers de cet événement-là qui, année après année, est un succès. Peu importe la température, les gens s'habillent, on a le goût de sortir, on a le goût de participer à cette expérience-là. Donc, extraordinaire. Je vais être là. Je vais vous attendre 21-22 février. Oui, beau temps, mauvais temps, on va être là. Un événement à ne pas manquer, évidemment, puis qui met un peu de chaleur là, à travers cet hiver. Donc, je le répète, 21-22 février prochain. Finalement, Parc Canin. Bon, ça a été un gros sujet au cours des dernières années. Et bon, ça va continuer de faire jaser parce que vous avez annoncé lors de votre dernier conseil la fermeture du premier parc canin. Donc, qu'est-ce qui a amené premièrement à cette décision-là? Une décision pas facile. Hein? Mais on revient toujours à l'objectif de la bonne infrastructure au bon endroit. On a eu aussi d'autres infrastructures qu'on a décidé de déplacer dans les dernières années. Le parc canin était là depuis 5 ans, juste à côté de l'aréna. On a mis en place une foule de mesures, un plan d'action pour travailler sur la cohabitation, le vivre ensemble, trouver l'harmonie entre le voisinage, la qualité de vie de un et les utilisateurs de l'autre. Puis on arrive à la conclusion, en fait, là, qu'on n'y arrive pas, c'est beaucoup trop près du voisinage. Alors, quand on dit la bonne infrastructure au bon endroit, c'est important parce que l'énergie qu'on met, en fait, jour après jour, à trouver des solutions pour apaiser un, pour aider l'autre, c'est de l'énergie qu'on ne met pas, puis de l'argent qu'on ne met pas aussi à maintenir d'autres infrastructures. Je pense juste à nos policiers qui sont interpellés
dans des chicanes de voisins ou d'utilisateurs voisins. On aime beaucoup mieux voir nos policiers sur la route que d'intervenir dans des chicanes de voisins comme ça. Je pense à tous nos travaux publics qui, semaine après semaine, viennent travailler sur du vandalisme qu'on a sur les portes, les fermetures, parce qu'on a voulu réduire à certains jours l'espace d'utilisation pour permettre aux voisins d'avoir un peu de quiétude. Donc, bref, tout ça fait en sorte que c'est de l'énergie qu'on met qui serait vraiment mieux de mettre ailleurs. Alors, on a un nouveau parc sur Serge Pepin qui permet aux chiens de japper à profusion sans déranger personne, qui permet aux chiens de pouvoir là, se dégourdir les pattes. C'est extraordinaire comme environnement. On n'a pas terminé l'aménagement, ça va se concrétiser là, d'ici le printemps. C'est la raison pour laquelle on a annoncé que la fermeture ne se ferait pas avant le 15 mai. Donc, pour nous permettre l'aménagement complet du nouvel emplacement, mais aussi, ce qui est important, c'est la planification du parc Lorne Worsley. Toujours de la difficulté à dire le nom. Mais vous savez, où se trouve le parc canin 1, le premier parc canin qui va fermer. Où se trouvent aussi toutes nos installations de baseball, de soccer, on a l'aréna. Donc, on est en train de planifier un réaménagement complet de l'espace. Oui, il y avait le parc canin qui créait des nuisances, mais on a aussi d'autres petits bobos qui, au fil du temps, se sont installés, puis des besoins aussi des associations sportives, de l'éclairage, donc de modifier certains aménagements, ce qui va nous permettre, en fait, de faire un plan global de cet espace-là. On planifie le nouvel aréna, on aimerait beaucoup que le nouvel aréna de glace soit sur cet espace-là, dans l'environnement, et ça nécessite évidemment un jeu de blocs là, pour être capable là, d'intégrer tout ce qu'on a de besoin. Puis on l'a vu, on a fait une étude des besoins au niveau des infrastructures sportives. On a une liste d'épiceries à plus finir. Puis il faut qu'on trouve l'infrastructure au bon endroit. On est limité dans nos espaces. Donc, on est arrivé à la conclusion, en fait, qu'on n'avait pas d'espace pour avoir 2 parcs dans Belleuil pour les chiens. On a trop de besoins à combler à travers tout ça là, pour ça. Donc, il va y avoir dans les prochaines semaines, mois, une présentation de la planification qu'on a. On va avoir des bonnes nouvelles à annoncer. On travaille vraiment là, sur les distances, l'éclairage, le bruit. On essaie de limiter au maximum les nuisances là, qui ont pu être identifiées au fil des dernières années. On a bien, bien hâte de présenter là, le produit final à la population. Oui, et puis on va rester à l'affût de ce dossier-là. Puis comme vous l'avez mentionné, le parc canin va rester ouvert jusqu'au 15 mai prochain. Oui. Mais on invite celles et ceux qui l'utilisent présentement à découvrir le nouveau parc également. Donc, merci, Madame Biot, d'être passée à nos studios aujourd'hui. Merci. On se revoit le mois prochain. Merci. À bientôt. Depuis plus de 30 ans, l'organisme Les Amis du Crépuscule accompagne les personnes endeuillées ou les personnes en fin de vie et leurs proches. Aujourd'hui, on est avec Madame Patricia Dubé. Vous êtes directrice générale des Amis du Crépuscule. Bonjour. Bonjour, merci. Bienvenue au Régional. Donc, tout d'abord, Les Amis du Crépuscule, vous êtes là depuis 30 ans, plus de 30 ans. Plus de 30 ans, oui. C'est quoi vos activités principales? Alors oui, comme vous l'avez nommé d'entrée de jeu, il y a l'accompagnement en fin de vie. Donc, nous, basés à Saint-Hyacinthe, on accompagne les patients en soins palliatifs de l'Hôtel Dieu de Saint-Hyacinthe depuis les tout débuts et leurs familles également qui accompagnent les personnes en fin de vie. On développe cette année l'accompagnement à domicile, donc que nos bénévoles puissent aller dans la MRC des Mascoutins, aller accompagner directement à la maison, comme c'est d'ailleurs les enjeux du gouvernement de faire le maintien à domicile. Oui. On accompagne également, suite au décès, les familles endeuillées. Oui. Donc, nos bénévoles, on a actuellement 64 bénévoles actifs avec l'organisme. Donc, c'est tous eux qui font ces accompagnements-là. Donc, ils accompagnent les personnes endeuillées dans leur processus de deuil. Puis quand on parle d'accompagnement, en quoi ça consiste exactement? Alors oui, c'est d'accompagner dans la bienveillance, dans le respect de la personne, de ses croyances, de ses valeurs. Donc, on nomme souvent qu'on ne fait pas de thérapie, on ne fait pas d'intervention, on laisse ça aux professionnels. Nous, c'est de l'accompagnement. Ce sont tous des bénévoles formés qui accompagnent les gens. Donc, il y a un processus qui est fait parce que le processus de deuil, c'est à long terme. Alors, on les accompagne pour créer l'espoir aussi par la suite. Alors, on les outille pour pouvoir travailler
Oui. dans leur cheminement. Puis vous avez nommé donc que vous avez un partenariat avec l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe. Donc, comment est-ce qu'une personne qui est en fin de vie, par exemple, peut faire appel à vos services? En fait, nous, on est présents OK. en tout temps. On a nos bénévoles qui sont présents tous les jours de la semaine. C'est en fait une personne se présente, un bénévole se présente en avant-midi et fait son 2-3 heures de bénévolat et va aller voir tous les patients. Donc, à l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe, il y a 12 chambres aux soins palliatifs. Donc, les bénévoles vont aller voir chacun des patients, des familles. Certains vont vouloir avoir de la visite pour discuter. D'autres sont en sieste, par exemple, donc on ne va pas les déranger. Donc, c'est vraiment de cette façon-là que c'est fait. Chaque bénévole a sa plage horaire, en fait, et vont régulièrement. Oui. Aux soins palliatifs. Puis là, dans la dernière année, vous avez formé 10 bénévoles qui sont prêts dès maintenant à accueillir des personnes qui vivent un deuil périnatal. Oui, Donc ça, c'est exactement. une nouveauté pour vous? En fait, le programme a été développé en 2022. Mais effectivement, on avait peu de bénévoles disponibles et formés pour pouvoir faire de l'accompagnement. On s'est concentré beaucoup sur ça l'an passé, créer notre propre formation. Donc, on a 3 formateurs au sein de l'organisme. Puis maintenant, on a une dizaine de bénévoles pour accompagner pour le deuil périnatal. Donc oui, c'est de promouvoir le service pour que les jeunes parents et même les membres de la famille soient au courant qu'on peut les accompagner. Ça a été longtemps un sujet dont on ne parlait pas, le deuil périnatal. Plus souvent quand il y avait eu une naissance et que le bébé était décédé par la suite. Mais par contre, une interruption de grossesse, c'était assez tabou. Depuis l'an dernier, le gouvernement a décrété le 15 octobre comme la journée de sensibilisation au deuil périnatal. Donc maintenant, c'est comme si c'était plus reconnu et donc on pouvait en parler. Donc, c'est important de savoir qu'on n'est pas seul dans cette difficulté, puis qu'il y a des beaux jours à venir aussi par la suite. Oui, bien, effectivement, j'ai l'impression que la conversation est entamée là, autour du deuil périnatal. On en entend de plus en plus parler. Les femmes et les hommes, là, les futurs parents ou les parents sont plus confortables aussi d'en parler. Puis c'est en parlant qu'on se rend compte que finalement, il y a beaucoup plus de gens qu'on croirait qui passent à travers ce type d'épreuve-là. Effectivement. Puis j'irais jusqu'à dire, on parle souvent de papa-maman dans ces situations-là. Puis c'est déjà arrivé que grand-papa appelle puis dise « Moi aussi, je l'attendais, ce bébé-là. Moi, je devais être marraine de ce petit bébé-là, puis je vis une tristesse face à la perte du bébé. » Donc, tout le monde peut avoir besoin d'en parler puis d'être accompagné. Oui! On dirait que ça m'émeut juste d'en parler. Je suis maman de 2 petits garçons en santé, puis j'ai pas eu à vivre ça, mais je pense que ça vient chercher tout le monde, oui. Puis en plus, on n'est même pas allé dans le détail. Mais bon, vos services sont offerts principalement en présentiel. Donc, quel territoire est-ce que vous couvrez par vos services en présentiel? Parce qu'après, on va parler des autres services aussi, là. Oui, alors nous, c'est pour l'accompagnement du deuil. On demande effectivement aux gens de se déplacer à nos bureaux. Donc, c'est ouvert à tous ceux qui veulent en fait se déplacer. Notre territoire est, oui, beaucoup plus la MRC des Mascoutins, mais on a des gens qui viennent de Sorel, de Saint-Jean-sur-Richelieu et un beau 20 de la vallée du Richelieu aussi. Donc, on est content de pouvoir offrir ce service-là. C'est sûr qu'avec la pandémie, ça nous a fait développer beaucoup les rencontres en virtuel. Je vous dirais que c'est un avenue auquel on pense, mais pour nous, le contact humain est vraiment important pour la démarche. Donc, c'est vraiment, on rentre, la démarche, en fait, c'est de rentrer dans nos émotions, d'aller dans ce tourbillon et de faire ressortir qu'est-ce qu'on est en train de vivre présentement. Ça se peut que ce soit de la colère, de la culpabilité, beaucoup de tristesse, mais on a besoin d'aller explorer ça. Puis ce contact humain-là avec le bénévole est assez important. Oui. Est-ce que les gens, vous sentez, cherchent à valider leurs sentiments, justement, de dire « je me sens en colère, je me sens mal de me sentir en colère ». Est-ce que il y a beaucoup de validation ou à travers votre accompagnement de dire « c'est normal ce que tu vis ». Absolument, absolument. Puis on accompagne les adultes, mais on accompagne aussi les adolescents et les enfants. Puis c'est ça, c'est d'aller leur montrer qu'ils ne sont pas seuls à vivre ces épreuves-là, puis que c'est normal de vivre des émotions face à ça. Si je prends l'exemple des enfants,
on n'en parle pas beaucoup autour quand il arrive un décès. On veut les protéger, on veut les épargner de cette peine-là. En fait, c'est de dire les vraies choses qui est aidant. Je suis maman, j'ai perdu ma maman, donc la grand-maman de ma fille. Bien, je vais lui dire que j'ai de la peine, que moi-même, je vis de la tristesse. Comme ça va valider que si elle en vit, elle aussi, de la tristesse, c'est normal. Donc oui, il y a toute cette validation-là. De voir qu'ils ne sont pas seuls, les accompagnements pour les enfants, ça se fait en groupe. Donc, en petits groupes de 6 à 8 enfants. Donc, de voir que je ne suis pas seule à vivre cette peine-là, cette colère-là. C'est intéressant. Oui, vraiment. Oui, dans l'approche, on ne penserait pas justement à mettre des enfants ensemble qui vivent des épreuves similaires. C'est vraiment intéressant comme approche. Puis, donc, vous, votre mission, c'est vraiment de sensibiliser au deuil, à la fin de vie. Sentez-vous qu'on en parle de plus en plus? Sentez-vous au fil des années qu'il y a plus d'ouverture par rapport à ça, que c'est moins tabou peut-être? Puis que, je pense aussi à l'aide médicale à mourir maintenant, qui est rendue beaucoup plus disponible. Sentez-vous que les gens sont plus à l'aise d'en parler malgré toutes les émotions là, qui viennent avec? Oui, effectivement, on se permet d'en parler maintenant. Puis aussi, les intervenants autour en parlent beaucoup plus. Et c'est très spécifique. Quand on vit un deuil, il y a la globalité de tout ce qu'on vit, mais ça, c'est très spécifique. Donc, on a la chance d'avoir des beaux partenariats avec les professionnels de la santé. Je prends par exemple encore l'exemple des adolescents. Les travailleurs sociaux qui travaillent dans les écoles vont dépister les enjeux que vivent les adolescents. Ils vont en parler beaucoup plus avec eux. Ils vont leur faire voir c'est quoi les avenues possibles. Puis on a beaucoup de références aussi du CLSC, des travailleurs sociaux, de médecins même. On a eu récemment une référence du 811. Donc, on est fiers de voir que l'organisme a vraiment une belle notoriété à travers les années, a forgé son expérience. Puis on est capable de répondre à cette demande-là. Donc, effectivement, on en parle beaucoup plus. On se permet d'aller demander de l'aide. Hein, c'est comme dans tout. Donc, oui, c'est heureusement qu'on se permet maintenant d'en parler puis de demander des accompagnements. Puis d'autant plus qu'avec le vieillissement, veut pas de la population, ça va arriver. De l'accompagnement, il faut qu'on sache que ça existe pour les gens qui vont en avoir besoin. Et donc, toutes ces belles activités-là, en fait, que vous offrez, activités, on s'entend. Je dis belle parce que je pense que vous amenez du beau à travers cette épreuve qui peut être vraiment difficile pour plusieurs, mais tout ça, ça prend des sous. Oui. C'est quoi vos différentes activités de financement? Qui vous aide à travers tout ça? Mais d'entrée de jeu, j'aimerais dire à quel point on est chanceux d'avoir nos bénévoles. Ce sont le cœur de notre organisme parce que c'est eux qui font tous les accompagnements. Alors, on a 64 bénévoles actifs actuellement, ce qui est très, très précieux. Mais effectivement, on a tout de même besoin de financement pour que l'organisme puisse continuer à s'agrandir puis à croître. Donc, on a actuellement, on a lancé au mois de décembre notre premier tirage Soutien au crépuscule. Merveilleux tirage où on a des beaux prix comme un 5 000 $ en épicerie. On a un 2 000 $ en essence, 2 000 $ en ameublement électroménager. Donc, c'est vraiment des beaux prix. Puis, la beauté de ça, c'est que vous choisissez votre commerçant. Alors, ça nous permettait d'élargir justement notre région pour vendre. Votre portée, exactement. C'est ça. Donc, c'est 20 $ le coût du billet. Possible de les acheter en ligne directement ou dans nos différents points de vente. Tout est sur nos réseaux sociaux, notre site Internet. Puis, on met en place des belles activités aussi, comme on va faire une vente de billets, mais aussi séance photo au centre d'achat ici à Belleuil et également à Saint-Hyacinthe pour promouvoir un petit peu notre tirage. Donc, à l'achat d'un billet, par exemple, on va avoir une photo.
Puis, donc, tous les détails seront aussi là, sur notre site Internet. Oui. Oui. Donc, lesamiduscrépuscule.com, tous les détails du tirage. Le tirage a lieu jusqu'à quand? Jusqu'au 14 mars. Donc, le tirage se fait le 15 mars. Et puis, on a un total de 3000 billets à vendre. Actuellement, on est presque à la moitié là, du chemin, puis ça va très bien pour la vente des billets. Donc, on encourage évidemment les gens à soutenir l'organisme. Et là, la semaine prochaine, vous déménagez. En fait, vous restez dans le même bâtiment. Oui. Mais vous agrandissez. Exactement. Oui. Alors, l'organisme est vraiment en expansion. On l'a nommé, on a plus de demandes qui rentrent. On a beaucoup de bénévoles depuis la dernière année et demie qui se sont ajoutés aussi là, à notre groupe de bénévoles. Puis, on est heureux de pouvoir agrandir. Donc, nos bureaux administratifs déménagent, puis on va avoir une salle supplémentaire là, pour faire de l'accompagnement individuel. Alors, on est très heureux de ça. Donc, la semaine prochaine, on déménage. Sur nos réseaux sociaux, on va faire une porte ouverte aussi pour les gens qui aimeraient venir visiter, voir nos lieux, voir l'ambiance aussi, parce que, comme on disait, c'est un sujet qui a été longtemps tabou. Qu'on peut avoir encore des perceptions de tristesse, un peu de noirceur, mais ce qu'on aimerait, c'est montrer aux gens comment c'est lumineux, comment il y a de l'espoir derrière tout ça. On veut faire un accueil chaleureux aux gens aussi. Oui, donc on va vous suivre sur vos médias sociaux. Bon déménagement. Merci beaucoup. Merci, Mme Dubé, d'être passée à nos studios aujourd'hui. Merci infiniment de m'avoir reçue. On se trouve présentement dans les locaux de Covabar pour rencontrer M. Sylvain Lapointe. Vous êtes directeur général ici au Covabar. Puis là, le 20 janvier dernier, vous avez rencontré les citoyens pour présenter le nouveau plan Richelieu. C'est quoi ce plan Richelieu? Bien, le plan Richelieu, dans le fond, ça se trouve le plan de protection pour les vulnérabilités pour la source d'eau potable qui est la rivière Richelieu. Ce plan-là est issu des analyses de vulnérabilité que nous avions faites il y a déjà presque 3 ans. Alors, comme les vulnérabilités étaient maintenant connues pour la rivière, c'est-à-dire des sources de danger, d'une certaine façon, peut-être pour être plus précis, alors ça fait en sorte que le ministère, suite aux vulnérabilités qui ont été identifiées, a offert aux municipalités un programme de subvention pour leur permettre justement de faire un plan de protection. Alors, c'est ce qui fait que nous, dans la foulée justement des analyses de vulnérabilité, on avait fait l'ensemble pratiquement des unités de filtration d'eau sur le long de la rivière. On a rencontré les gens pour leur offrir le programme et dans le fond dire, bien, maintenant qu'on connaît les risques, qu'est-ce qu'on fait pour s'en protéger? Et d'un commun accord, l'ensemble des municipalités et des régies intermunicipales d'eau potable ont accepté d'une certaine façon qu'on soit le mandataire pour faire le plan, qu'on soit dans le fond leur consultant, si je peux dire. Et d'un commun accord, comme je disais, satisfait des analyses de vulnérabilité, ils ont dit que Covabar avait fait dans le fond une bonne job, comme on dit en bon québécois. Alors donc, c'est ce qui fait qu'on a pu faire un plan global de l'ACOL à Sorel pour justement faire ce plan qui va permettre justement d'identifier des sources justement potentielles de pollution ou du moins d'avaries qui peut arriver d'une certaine façon aux usines et à nos effluents. Oui, mais parce que vous avez donc fait cette analyse, l'exercice des vulnérabilités, donc les risques ont été identifiés. Donc ce plan-là, c'est vraiment par rapport à ces risques-là, qu'est-ce qu'on fait dans l'éventualité? Oui, effectivement, parce que c'est l'analyse, le plan aussi vient d'une certaine façon, permettre aux municipalités de consolider l'information dans leur plan de mesures d'urgence aussi, parce que, dans le fond, on fait quoi dans un bris d'aqueduc majeur? Saint-Jean l'a vécu l'année dernière, justement, où une conduite majeure donc, qui desservait l'hôpital. Alors, tous ces éléments-là sont éventuellement identifiés et chaque municipalité, à l'intérieur du grand plan Richelieu, aura aussi sa prescription de plan à elle, d'une certaine façon, par rapport à sa réalité. Et on va même un peu en dehors du territoire parce qu'il y a quand même des problématiques qui ont été identifiées comme la sédimentation dans l'eau du Richelieu. Souvent, on pense que c'est de la pollution, mais dans le fond, c'est des sédiments qui arrivent après des grandes pluies. Et la rivière l'Acadie est un des principaux apports de sédiments dans la rivière Richelieu qui arrive à la hauteur du bassin de Chambly. Alors ça a été identifié. Alors ça veut dire éventuellement, c'est à partir de ce plan-là,
qu'est-ce qu'on fait justement pour régler ces problèmes-là? Alors, éventuellement, on s'attend qu'il y ait des rencontres avec les gens justement de la MRC Jardin de Napierville, d'où vient la rivière l'Acadie. Déjà, ils sont conscients d'une certaine façon de la part de sédiments qui se fait. Et dans la MRC des Jardins de Napierville, ils sont très conscients aussi de la nécessité de protéger leur terre parce que c'est de la terre noire qui s'en va en sédiment et si rien n'est fait, il reste de la terre noire pour 50 ans seulement sur leur territoire. Alors ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. On a également, dans l'éventualité, un déversement d'essence qui pourrait arriver à Champlain, juste l'autre côté de la frontière américaine. Alors, à partir de là, dans le fond, qu'est-ce qu'on fait en étant... Donc, le risque en étant déjà identifié, c'est déjà plus facile de faire les liens. Et il y a aussi le fait que la rivière Richelieu, oui, ça peut être un beau grand terrain de jeu, d'une certaine façon, pour beaucoup de gens. Le nautisme, quand même, est une activité à ne pas ignorer, d'une certaine façon. Alors là aussi, en fonction des marinas, etc., il y a quand même des risques qui ont été identifiés. L'inventaire des marinas a fait partie du plan. Et aussi, d'une certaine façon, comme je disais, c'est un grand terrain de jeu, mais qu'est-ce qu'on fait pour la protéger? Parce qu'il faut, à la base, la rivière Richelieu est la source d'eau potable de tout près de 300 000 personnes en Montérégie. Alors, je pense que c'est une ressource qui était très importante. À partir du plan également, ce qui a été identifié, parce que peut-être il ne faut pas ignorer les prochaines étapes. Actuellement, pour nous, le plan est dans sa première version finale, ce qu'on pourrait dire. Alors, le ministère, éventuellement, a maintenant le plan entre les mains pour donner son éventuelle approbation. À partir de cette approbation-là, ce qu'on veut, nous, éventuellement, et ce qu'on souhaite, c'est que rencontrer l'ensemble des unités, l'ensemble des municipalités, donc des parties prenantes, pour voir comment est-ce qu'on va mettre en application et comment financer aussi l'application éventuellement du plan. Alors déjà, il y a des éléments qui sont sortis des rencontres, parce que dans la foulée du plan, on a rencontré, on avait divisé le territoire en 3 sous-régions, à savoir le Haut-Richelieu, la vallée du Richelieu et le Bas-Richelieu. On a rencontré les élus et les responsables des unités de filtration d'eau, justement, pour leur présenter le plan. Dans une deuxième étape, on a également fait des rencontres publiques où les citoyens ont été invités d'une certaine façon à venir prendre connaissance de l'élaboration du plan, comment le plan a été élaboré, prendre connaissance aussi de ce qu'étaient les vulnérabilités. C'était un peu pédagogique. On avait une carte avec des éléments où les gens pouvaient identifier les vulnérabilités. Alors, à partir de là, la prochaine étape, on attend le retour du ministère de l'Environnement sur notre plan pour justement voir comment est-ce qu'éventuellement on pourra attacher tout ça et voir à son application. Oui. Puis, le plan s'applique aux municipalités. C'est quoi jusqu'où va la responsabilité des municipalités par rapport à l'eau? Bien, les municipalités, dans le fond, ont la responsabilité de desservir leurs citoyens avec de l'eau potable en fonction de leur réseau d'aqueduc. Alors, cette responsabilité-là est quand même grande, donc il faut qu'ils prennent les moyens, d'une certaine façon, pour s'assurer que l'eau soit potable. D'ailleurs, les municipalités font plus de tests de leur eau potable que peuvent faire certaines usines de mise d'embouteillage d'eau, justement, qu'on achète en bouteilles de plastique. Alors, moi, je pense que les eaux municipales sont très sûres au Québec. Alors, je pense qu'on n'a pas à craindre. Mais on a tout intérêt aussi à faire en sorte, parce qu'on est tous tributaires les uns des autres, de la colle à Sorel, d'une certaine façon, parce que ce qui est jeté à la colle, bien, va être filtré peut-être à Henryville ou à Saint-Jean. Et éventuellement, sans croire qu'il y aurait une diminution, on peut au moins prétendre qu'on peut limiter les coûts d'augmentation de filtration d'eau, dans le sens où plus l'eau de la rivière sera, d'une certaine façon, saine et non polluée, bien, moins elle coûtera cher éventuellement aussi à filtrer. Puis dans le contexte éventuellement aussi avec les nouvelles orientations en matière d'aménagement du territoire qui font en sorte qu'on s'en va vers la densification dans la majorité des centres urbains, bien là aussi, on a tout intérêt éventuellement à voir comment est-ce qu'on peut diminuer aussi les coûts liés à la filtration d'eau, malgré le fait que la demande va augmenter. Oui, donc moins l'eau est polluée, plus ça enlève un stress aux usines. Bien, effectivement, parce qu'il y a quand même éventuellement des coûts à venir au niveau des infrastructures, des mises à jour des usines de filtration un peu partout au Québec. On n'y échappera pas. Et d'un autre côté, actuellement, on doit aussi, je pense, comme citoyen, prendre conscience de la valeur de notre eau. Au Québec, on a l'eau en abondance, on la croit en abondance, mais de plus en plus, dans le contexte des changements climatiques, éventuellement, il faudra voir comment est-ce qu'on peut éventuellement
participer de plus à la rétention d'eau et faire en sorte qu'on diminue l'eau qu'on envoie aussi dans nos égouts pluviaux pour faire en sorte de diminuer la pression aussi sur la pollution de la rivière parce que quand on ouvre le robinet à la maison, c'est déjà le début de la rivière. D'une certaine façon, l'eau va se rendre là. Alors, je pense que c'est dans ce sens-là, éventuellement, sans vouloir être moralisateur, il va falloir faire en sorte qu'on prenne réellement conscience de la valeur de notre eau pour justement faire en sorte qu'on puisse la protéger adéquatement. Oui, totalement. Puis, à quoi ressemble l'échéancier? Donc là, c'est entre les mains du gouvernement. Il pourrait vous revenir avec des modifications à faire, mais on s'entend qu'un plan final, on pourrait s'y attendre là, bien, dans les prochaines semaines, je dirais prochains mois, nous, éventuellement, ce qu'on souhaiterait, c'est pouvoir éventuellement rencontrer l'ensemble des parties prenantes avant mai-juin et idéalement pouvoir peut-être présenter en septembre le plan final dans un sommet Richelieu ou une activité du genre, justement, où tous seraient réunis pour faire en sorte, d'une certaine façon, de démontrer la solidarité autour de la rivière Richelieu. Déjà, on a quand même des éléments qui démontrent une volonté des municipalités, justement, de comment dire, assumer leurs responsabilités, comme elles l'ont toujours fait, mais réellement dans le contexte du plan Richelieu. Parce que je pense que les gestionnaires d'usines de filtration d'eau ont toujours su, qu'ils étaient tributaires du voisin, mais le fait de travailler tout le monde ensemble, de la Colle à Sorel, ça a réellement fait prendre conscience, je crois. Ça a consolidé, en tout cas, l'élément qu'on est réellement tous tributaires et responsables de notre rivière. Là. Oui, puis plan Richelieu, on dirait que ça vient, déjà juste le nom du plan, on dirait que ça vient mobiliser, puis en espérant que ça va mobiliser la population également, les élus, puis en fait tous ceux là, qui... Bien, c'est ce qu'on souhaite, parce que dans la mise en application du plan, effectivement, c'est pas juste les municipalités, les citoyens sont également invités éventuellement à prendre part à ce plan Richelieu-là, parce qu'ils sont partie prenante d'une certaine façon, ils sont les usagers d'une certaine façon de notre eau potable. Alors, en ce sens-là, ça va être important que les citoyens puissent aussi être impliqués. Oui, donc on va rester à l'affût de ce grand sommet Richelieu à venir cette année. Merci, M. Lapointe, de nous avoir partagé toutes ces informations précieuses-là. Merci, Mme Viau. Pour terminer l'émission d'aujourd'hui, on revient sur la dernière séance du Conseil de la MRC-VR qui avait lieu le 23 janvier dernier avec Madame la préfète de la MRC-VR, Marilyn Nadeau. Vous êtes également mairesse de Saint-Jean-Baptiste. Oui. Et revenons sur la journée du 17 janvier dernier qui était une journée forte en événements. Effectivement, pour la MRC, on a déployé vraiment 2 projets qui étaient un après l'autre. Donc, on a eu l'événement Culture et culture, quand l'art fait sens, qui était avant la pièce de théâtre Rouge, jaune et vert. Donc, la première activité consistait à mettre ensemble, en équipe, effectivement avec les couleurs rouge, jaune et vert, des personnes qui venaient soit de la production agricole, des artistes et de la restauration. Donc, des acteurs qu'on voit moins travailler ensemble, qu'on a mis, dans le fond, au défi de nous produire un plat selon les couleurs, selon les parfums de la couleur. Ça a fait un produit extraordinaire. J'espère que ça va être à répéter parce qu'on a vraiment vu que ça se mariait bien ensemble. Autant nos papilles gustatives que notre regard pouvait être vraiment là, satisfait de cet événement-là. Puis, tout de suite après, nous avons eu la pièce de théâtre qui parlait, entre autres, de la vie que les producteurs agricoles vivent au quotidien. Donc, on parlait aussi de santé mentale. Tu sais, quand ils ont des saisons fortes en pluie, comment ils peuvent aller chercher de l'aide. Et c'était vraiment, toujours avec les couleurs, quand c'était un rouge, quand c'était vraiment le temps d'aller chercher de l'aide, quand le jaune, les situations qui pourraient être ambiguës, justement, et le vert, quand ça va bien, évidemment. Donc, c'était un événement qui était à guichet fermé et je félicite vraiment l'équipe de la MRC ainsi que les artistes, les restaurateurs et les producteurs agricoles d'avoir joué le jeu. Oui. Puis, est-ce que vous avez eu de la rétroaction suite à l'événement? Est-ce qu'il y a des producteurs agricoles ou encore des citoyens qui vous en ont parlé, qui vous ont parlé de l'impact de cette pièce-là? Bien, à vrai dire, il y en a qui m'ont dit que c'était pour un public averti parce que c'était quand même un sujet qu'on ne parle pas beaucoup.
la détresse chez nos producteurs agricoles. Donc, c'était, des fois, ça venait chercher ceux qui ont déjà vécu ces moments-là. Puis, pour qu'est-ce qui est de l'activité culture et culture, qu'est-ce que j'ai aimé entendre, c'est que c'était pas une compétition, mais bien une complémentarité qui vivait comme expérience. Ça en dit beaucoup. Oui, Ouais. oui, parce que vous l'avez nommé, c'était 3 sphères qui travaillent très rarement ensemble. Donc Oui. là, de les voir collaborer puis de créer quelque chose Oui. d'exceptionnel. Oui, puis c'est vraiment la magie de Oui. Mme Brochu et de Mme Pommier qui travaillent à la MRC, qui ont mis leurs idées ensemble. Puis l'équipe de la MRC ont vraiment été chercher aussi ces gens-là pour réaliser ce projet-là, qui, j'espère, là, vraiment, qui va se reproduire. Là. Oui, parce que là, c'était 150 personnes qui Oui. assistaient à l'événement. Mais donc, il y a la possibilité là, d'ouvrir ça ou de refaire une deuxième, troisième, quatrième édition Oui. de cet événement. Puis le Centre culturel de Belleuil nous a accueillis, puis ça a été vraiment un bel endroit, justement, pour être proche. Oui. Ouais. Restons du côté culturel. Oui. Donc, il y a 2 dates butoirs à ne pas manquer pour le dépôt Certains de projets. Oui. Mais vous savez, on aime ça, la culture, dans la vallée du Richelieu. Donc, il y a le Fonds de développement culturel qu'on peut déposer des projets jusqu'au 9 février prochain. Et aussi, appel de candidature pour la 3e édition de la chasse aux œuvres. Vous savez comment ça s'est fait parler. La première, la deuxième, mais la 3e, on veut faire aussi grand. Donc, c'est jusqu'au 16 février prochain. Et tous les détails sont sur le site web de la MRC, Vallée du Richelieu. Oui. Puis, vous avez également annoncé l'octroi d'un montant pour un 2e appel de projet. Oui, effectivement, c'est une entente de partenariat territorial pour les arts et lettres en Montérégie. Donc, c'est quand même un montant plus de 40 000 qu'on a octroyé pour cette entente-là. Puis aussi, on est très, très fiers, la MRC, le Conseil des arts et des lettres du Québec et le ministère des Affaires municipales de l'Habitation. On a appuyé des projets d'une artiste qui s'appelle Mélisande Gélina Fauteux de Belleuil et l'organisme Festival de blues de la Montérégie de Chambly. Donc, on est vraiment fiers qu'on a pu appuyer et puis que ça va se réaliser. Oui. Maintenant, on sort un peu de la culture, on va aller en politique un peu plus. Oui, oui. Donc, tout d'abord, le Conseil a convenu de demander aux différents partis politiques au niveau canadien d'inclure dans leur plateforme électorale l'obligation au niveau des services téléphoniques. Oui, on sait comment c'est important, tout ce qui est les sites cellulaires en région. Donc, on veut qu'il y ait un meilleur réseau, une meilleure connectivité. Donc, on a demandé qu'ils nous aident parce qu'on sait que notre gouvernement provincial avait fait justement des pas majeurs, là, mais on veut que ça soit un peu plus grand avec le parc canadien. Oui, pour permettre aux gens d'avoir un accès à un réseau, peu importe où ils se trouvent. Exactement. Sans payer de frais supplémentaires. Oui, et voilà. Oui, Oui. c'est la base, on dirait. Oui. Vous avez également convenu d'autoriser le rapport d'un dépôt. Oui, en fait, c'est avec la maison de répit l'Intermède qui se trouve à Saint-Basile-le-Grand. Et puis, les travaux ont fait qu'ils ont décidé de faire un petit peu plus de chambres, étant donné qu'il y avait plus d'espace. Donc, on a accepté qu'ils reportent leur rapport dans 1 an de plus. Donc, on est conscient que c'est pas facile quand on entreprend des projets aussi majeurs, là. Oui. Oui. Oui, donc un peu de répit. C'est le cas de le dire. Pour la maison de répit. Maintenant, parlons de la table des préfets et Oui. élus de la Couronne-Sud. Oui, en fait, c'est une table qui est vraiment politisée, si je peux dire, sur les enjeux de la CMM. Donc, on travaille vraiment très fort pour le mémoire de la TEPEC et ses membres pour le second projet du PEMAD qui est révisé. Donc, il y a eu un dépôt de mémoire. Les conseils municipaux l'ont appuyé aussi. Donc, on est 9 dans la MRC sur 13. Donc, c'est un projet majeur qu'on suit de près, de très près. Oui. Oui. Vous appuyez également la MRC du domaine du roi. C'est quoi le contexte autour de ça? En fait, ça, on s'est dit, on ne sait jamais, on peut en avoir besoin aussi dans notre région. C'est le programme d'adaptation de domicile. Il y a eu des coupures dans ce programme-là. Et puis, on veut justement démontrer à notre gouvernement qu'on suit cette MRC parce qu'il faut adapter les gens. Si on veut les garder à domicile le plus longtemps possible, il faut les adapter. Et aussi les remplacements d'appareils élévateurs non conformes. Donc, c'était des montants qui étaient octroyés à des gens
qui pouvaient rester à domicile. Ils ont fait une coupure dans ce programme. Oui. Donc, on y tient, puis c'est une façon politique là, de soutenir. Oui, maintenant parlons du programme d'appui aux collectivités. Oui, en fait, c'est quand même un pas majeur qu'on a fait. Premièrement, on a adopté 2 guides, Trajectoire des services en immigration et Bâtir des ponts interculturels. Et je vous dirais même que le conseil de la MRC a emboîté le pas pour suivre 3 ateliers pour qu'est-ce qui est tout attrait à l'immigration, pour produire une déclaration faite sur mesure pour notre vallée du Richelieu, pour être vraiment plus inclusif avec les gens qui constituent dans notre communauté. Donc, c'est vraiment, comme je vous dis, un pas majeur pour nous. Puis de savoir les élus sensibles, je pense que ces guides-là vont nous aider beaucoup là, pour la suite. Oui, puis parce que le visage de la Montérégie change et il faut adopter nos pratiques, il faut mieux accueillir les personnes issues de l'immigration. Donc, ces guides-là vont permettre d'en accompagner plusieurs. Oui, puis de voir des beaux projets émerger de la communauté. Oui. Oui. Passons maintenant du côté aménagement du territoire, environnement. Donc, vous avez approuvé l'entente de collaboration proposée là, par le Conseil régional de l'environnement de la Montérégie. Oui, puis vous savez, on y rêve, ça fait plusieurs années dans la vallée du Richelieu, là, tout ce qui est symbiose agroalimentaire. Donc là, c'est Montérégie. Donc, on va voir justement à des opportunités à faire ensemble cette symbiose-là. Puis on pense que ces projets-là, qui est tout agricole et bioalimentaire, va être porteur dans notre région. Oui, donc c'est une entente qui s'échelonne sur la prochaine année. Exactement. Vous avez également confirmé votre participation là, comme commanditaire pour un événement. Oui, c'est un gros événement dans le monde agricole. C'est le gala Agristar et c'est vraiment pour la grande Montérégie. Donc, on va être partenaire bronze pour la 12e édition. Écocentre. Donc, l'écocentre a été utilisé, et c'est une bonne nouvelle, là. Ça a été utilisé d'une bonne façon. Exactement. Donc, vous avez dépassé les estimations que vous aviez faites, Oui. Ce qui fait en sorte que maintenant, vous devez payer les différents fournisseurs de services. Oui, exactement, Mme Viau. Puis on en est content, oui. On va avoir 3 factures là, à payer supplémentaires, mais l'utilisation est là. Donc, ça répond aux besoins de la population, que ce soit pour les matelas, que ce soit pour les pneus avec jantes. Fait qu'on est bien content de payer ces 3 factures-là. Oui, donc en plus des entreprises d'ici qui permettent de revaloriser certains biens ou encore... oui, comme le bois. Oui, exactement. Ouais. Restons dans la thématique de l'environnement. Donc, vous avez convenu là, d'approuver différents devis là, pour des travaux. Oui, bien, ça passe toujours par la MRC, que ce soit pour les cours d'eau, que ce soit pour les... Et là, présentement, c'était vraiment pour le dépôt d'un projet signature innovation pour notre rivière Richelieu. Donc, c'est pour aussi inclure la contribution de la MRC pour faire ce projet-là, parce qu'il faut s'engager pour une aide financière jusqu'à hauteur de 20 %. Donc, évidemment, sur les coûts admissibles. Donc, on le sait comment c'est important. Depuis mon arrivée avec le conseil, là, ça fait déjà 3 ans, c'est notre projet porteur, c'est bien la rivière Richelieu. Oui, bien sûr. Puis on en parle souvent quand vous venez en studio là, de l'importance de la rivière puis de la préserver. Donc, ça, c'est en ligne avec tout ça. Maintenant, Nordvolt, donc mise sur pied d'un projet pilote. Oui, en fait, qu'est-ce qu'ils nous ont demandé à la MRC, c'est de savoir si on voulait siéger sur ce comité qui était en fait pour trouver un moyen de réaliser pour la compensation de milieux naturels pour justement ce qu'ils doivent faire là, en venant s'installer là, sur notre territoire. C'est ça, suite à je vais appeler ça la destruction, là, mais suite à l'utilisation d'une partie du territoire, ça faisait partie de leur entente d'acheter un nouveau terrain. Oui, puis et de le revaloriser. Exactement, puis ils nous avaient mentionné qu'ils souhaitaient que ce soit sur le territoire ici.
Oui, donc ils sont venus nous demander si on voulait siéger à ce comité-là. Ça va être surtout technique pour voir à la valeur écologique, puis voir justement quelles seront la portée, l'endroit. Ils ont pensé à quelques endroits. Donc, ils veulent avoir des gens là pour pouvoir réfléchir là, au meilleur projet qui se doit. Donc, vous allez siéger sur ce comité? Non, pas particulièrement. Ça va probablement quelqu'un de technique, donc quelqu'un qui connaît vraiment l'agronomie, soit quelqu'un qui travaille dans l'agronomie, voyons, puis, ou bien au niveau des cours d'eau. Donc, c'est vraiment important d'avoir quelqu'un là, qui a ses connaissances profondes. Oui. Et pour terminer, vous avez approuvé une aide financière pour la ville de Mont-Saint-Hilaire. Oui, ils en sont très fiers aussi. C'est vraiment pour leur accorder, en fait, un soutien, oui, financier, mais aussi parce qu'ils sont en train de démontrer aux municipalités aussi qu'est-ce qu'on peut faire en réalisant une étude de préfaisabilité requise pour préciser le potentiel de restauration d'un cours d'eau traversant le parc de la gare à Mont-Saint-Hilaire. Donc, on veut bien voir ce projet se réaliser pour donner l'idée aux autres municipalités et villes. Wow! Tellement de projets, oui. Mais ce qui est bien de nos rencontres, c'est que ça nous permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble là, sur tout ce qui se passe dans la MRC VR. Merci, Mme Nadeau, d'être passée à nos studios. Et je vais faire une dernière invitation, Mme Bio. Tous les plaisirs d'hiver dans chaque municipalité ont lieu dans les prochaines semaines. Donc, allez-y en grand nombre, en famille, puis apportez votre chocolat chaud. Oui. Vous allez vous amuser. Un beau rappel. Merci beaucoup, Mme Nadeau. C'est ce qui termine l'émission de la semaine. Merci d'avoir été des nôtres. TVR9 vous invite à voir ou revoir toutes nos émissions au tvr9.com. De plus, on vous rappelle que le régional est désormais d'une durée d'1 heure pour vous offrir plus de contenu et donner lieu à plus d'échanges enrichissants avec la communauté de la vallée du Richelieu. Sur ce, bonne semaine à tous.